Là, je pense que ça devrait aller beaucoup mieux. C'est ça? Là, c'est bon, oui. Super. Bon, ce que j'ai dit avant, c'est général, c'est global. Vous n'avez pas perdu grand-chose. Donc, voilà. L'activité de chirurgie cardiaque, elle est centrée, la prise en charge des cardiopathies congénitales, sur l'activité de bloc opératoire qui, comme vous l'avez compris, utilise de la circulation extracorporelle, ce qui se fait dans aucune autre discipline. Ensuite, on a de l'activité de cathé interventionnel avec les cardiologues, activité qui a pris une importance considérable, où on va de plus en plus loin, avec même des actes où on est intermédiaire, on fait de l'hybride. Il y a à la fois des cardiologues et des chirurgiens qui travaillent ensemble, et évidemment des anesthésistes réanimateurs. Euh, il y a un développement considérable de l'imagerie qui s'est fait, et entre autres, quand on est amené à faire de l'imagerie comme de l'IRM sur des nouveau-nés, ben, on est obligé de faire l'anesthésie. Donc, la problématique se pose d'être obligé d'endormir un nouveau-né qui n'est pas encore réparé de sa cardiopathie pour faire un examen euh, cardiothoracique, mais aussi souvent des examens neurologiques. Et c'est des enfants extrêmement délicats à endormir puisque la cardiopathie est là, elle n'est pas encore traitée. Et donc, toute cette problématique-là s'est développée au fur et à mesure des années où la prise en charge des cardiopathies congénitales est devenue de plus en plus performante. Et donc, vous voyez qu'il y a différents terrain d'action pour les chirurgiens, pour les cardiologues, pour les anesthésistes réanimateurs. Il y a des éléments incontournables pour pouvoir réussir ça. Et entre autres, quand on fait de la CEC, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il était extrêmement important de protéger le mieux possible le cœur. Et c'est pour ça qu'on a fait beaucoup évoluer les techniques de protection myocardique avec les solutions de cardioplégie. Dans les années 70-80, je ne vous dis pas, c'était du sérum froid avec du potassium dedans. Ok, ça arrêtait le cœur, c'est bien, mais derrière, vous aviez un retentissement sur la fonction cardiaque redoutable et les malades, tous, avaient des doses de drogue colossales en sortie d'intervention. Donc, vous imaginez les résultats en termes de mortalité. Donc, énormément de progrès ont été faits dans la qualité de la protection myocardique, ce qui fait que pour beaucoup d'interventions, la fonction cardiaque à la fin du geste opératoire est presque équivalente à ce qu'elle était avant que le chirurgien opère. Et ça, je peux vous dire, c'est assez extraordinaire par rapport à ce qu'on a connu. Pareil, tout ce qui concerne le monitoring et la protection cérébrale, là aussi, évolution extraordinaire. Et ça veut dire qu'il faut être compétent dans ces domaines-là, surtout pour nous, les analystes animateurs, parce que c'est nous qui avons à avoir ça en charge. Et donc, il faut vraiment travailler dans ce domaine-là. Ensuite, il y a eu l'apparition de toutes les techniques d'hémofiltration, d'ultrafiltration, d'hémofiltration qui ont permis de contrôler les secteurs hydriques de la CEC qui, au fur et à mesure du temps, a diminué son volume, mais initialement, les volumes étaient considérables et rien que de ce fait-là, on avait des bébés qui sortaient avec des œdèmes qui allaient retentir sur l'ensemble des appareils, à commencer par le cœur, les poumons, le cerveau. Et rien qu'à cause des conséquences de la CEC, quelquefois on perdait les malades, même si la réparation chirurgicale était bien faite, ce qui était quand même un peu agaçant. Donc, il y a des techniques qui ont été développées et qui ont permis de contrôler au plus près, et puis qui sont allées encore plus loin, puisqu'on est capable de retirer des médiateurs de l'inflammation en particulier. Et ça, vous verrez, on vous en parlera en détail. Donc, là encore, c'est des domaines dans lesquels il faut avoir une certaine maîtrise. Il faut comprendre ce qu'on fait avec tout ça. Et puis, il y a un domaine qui a pris une importance considérable, c'est l'échographie. Initialement, l'échographie a été plutôt réservée au diagnostic cardiologique. Et petit à petit, c'est devenu de la routine, de la surveillance du malade pour le diagnostic, pour le monitoring. Non seulement c'était l'apanage des cardiologues, mais c'est devenu largement l'apanage des anesthésistes réanimateurs, de façon à ce qu'à tout moment, on ait une idée de la fonction et de son retentissement et de l'efficacité des traitements qu'on fait. Non seulement on peut surveiller par les différents moyens hémodynamiques de cathétérisme qu'on peut avoir ou une mesure des saturations et des oxydes de l'oxygénation, mais en plus, on a l'image 3D, si on veut. On a l'image en échographique de la fonction cardiaque et de la réparation plus ou moins satisfaisante. Donc, vous voyez qu'il y a un ensemble de données
qui sont les éléments de base qu'il faut déjà comprendre correctement pour pouvoir agir sur les cardiopathies congénitales. Ça fait beaucoup. Si vous êtes, par exemple, pour les anesthésistes, anesthésistes en orthopédie, ça va être un peu plus simple, hein. Donc, vous voyez que quand on aborde ce domaine-là, ça va être extrêmement consommateur de compétences à acquérir. Puis, quand les malades ont été pris en charge du cathé, de la chirurgie, ils vont aller en général vers la réanimation ou les soins critiques cardiologiques. On peut avoir des évolutions maintenant simples, ça va très vite. On va faire du fast tracking, on va aller très vite derrière. C'est des patients qu'on va pouvoir extuber vite et qu'on va pouvoir ensuite pouvoir réalimenter en sortant de réanimation. Mais à l'inverse, on est dans un domaine dans lequel on peut avoir, du fait de la gravité des cardiopathies prises en charge, on peut avoir des réanimations extrêmement complexes dans lesquelles on va devoir faire appel à un certain nombre de techniques. Alors, il y a déjà une particularité que personne d'autre ne fait, c'est mettre en réanimation un malade avec le sternum ouvert. Ça, personne d'autre le fait. Pourquoi on a fait ça? On a inventé ça il y a longtemps, parce que justement, à l'époque où les malades avaient facilement des œdèmes considérables à cause de la CEC, eh bien, quand à la fin de l'opération, ça allait bien, le chirurgien essayait de fermer, boum, il n'y avait plus rien. On ne le ventilait plus et le cœur ne marchait plus. Donc, on a compris simplement, on a dit, ben, laisse ouvert, on va voir ce qui se passe. Bon, après, c'est devenu une vraie stratégie qui marche très bien, qui marche encore, qui est encore utile dans un certain nombre de cas actuellement. Et il faut savoir gérer ça. Comment on va gérer un malade qui a le sternum ouvert? Parce que l'objectif, quand même, ça va être de le fermer. Et comment on s'y prend pour arriver, au bout de quelques temps, à fermer le sternum? Donc, particularité. Ensuite, il y a des situations dans lesquelles on va avoir du retentissement défavorable sur la fonction rénale et on va faire de l'épuration extra-rénale de différentes façons. Et jusqu'à la dialyse péritonéale chez les petits, tu veux bien retenir? Et aussi de différents types d'appareils de dialyse, d'épuration extra-rénale chez des enfants ou des adultes plus grands. Merci. Et puis, il y a les techniques de ventilation. Alors, je vous ai marqué HFO parce que c'est vraiment des techniques à haute fréquence particulières, mais on est allé aussi très loin dans les techniques de sevrage de ventilation et de sevrage de ventilation assisté à l'activité diaphragmatique. Ça s'appelle la NAVA. Donc, on est dans un domaine dans lequel on est allé très très loin dans la ventilation et ce n'est pas l'apanage seulement des réanimations médicales, mais les réanimations post-op de chirurgie cardiaque, surtout sur les congénitaux, ont récupéré toutes ces techniques les plus pointues parce que on a des malades qui vraiment ont besoin de ça et ont profité pleinement de toutes ces techniques. Et puis après, il y a les techniques d'assistance. L'ECMO a pris une importance considérable, qu'elle soit véno-veineuse, qu'elle soit véno-artérielle. Et puis aussi, on a les ventricules d'assistance, que ça soit différents types de ventricules pulsés. Alors en pédiatrie, c'est le Berlinart, on utilise beaucoup, mais aussi différents types de pompes centrifuges, hein, comme les HeartMate, le HeartMate 3 par exemple. Et ça veut dire qu'il faut avoir des compétences là-dedans. Il faut avoir des compétences pour surveiller ces malades. D'autant que l'ECMO peut durer plusieurs semaines et vraiment, il va falloir assister, c'est du quotidien, jour et nuit, pour éviter les complications et en même temps réussir le sevrage. Mais aussi, quand on a un patient qui est en attente de transplantation avec un Berlinard, par exemple, notre corps ici, c'est quasiment un an. Donc, il faut être capable de gérer correctement ça au quotidien. Difficile d'aller beaucoup plus loin de la réa. On les garde en réa ou juste à côté parce qu'il faut vraiment des compétences et parce que si jamais il y a une complication, la réaction doit être immédiate. Donc, si on met le malade avec son cœur artificiel en hospitalisation, s'il y a une complication, on ne va pas réussir. Donc, ça veut dire que là encore, votre expérience, vous devez avoir un certain nombre de compétences pour être capable de comprendre au minimum et de gérer ces patients-là, surtout quand vous êtes de garde, hein, ça, vous allez être en première ligne. Alors, quand on se situe après une procédure quelconque, une chirurgie, du cathé ou autre, il va falloir faire, là encore, phase d'observation, phase de bilan, phase de réflexion pour dire c'est quoi ce patient, qu'est-ce que je fais de ce patient-là. Donc, le statut après l'intervention d'un patient dépend bien sûr de la cardiopathie, de l'état préopératoire de ce patient. Ça dépend de la cardiopathie, ça dépend de ce qu'on a fait,
Est-ce que c'est une chirurgie de première intention? Est-ce que c'est une chirurgie réduxe? Est-ce que c'est une chirurgie palliative? Ou bien, si on a fait de la chirurgie avec ou sans CEC? Ça aussi, c'est très important. Et plus encore, est-ce que, par exemple, on a fait un arrêt circulatoire? Arrêt circulatoire, si on le fait, ça veut dire qu'on est en hypothermie et qu'on ne perfuse plus le cerveau. La technique qu'on utilise maintenant largement, c'est de faire de la perfusion cérébrale en même temps et de contrôler, grâce à la NIRS, si le niveau d'oxygénation pendant la phase d'arrêt circulatoire, grâce à la perfusion qu'on va rajouter, est tolérable et permet de durer sur le temps opératoire sans détruire le cerveau. Donc ça, c'est des problématiques majeures qu'on n'avait pas tout à fait auparavant. Certes, on arrivait à réparer les cœurs, sauf qu'il y avait chez ces patients-là pas mal de retard sur le plan du développement neurologique. Donc maintenant, on n'a plus le droit de faire des choses pareilles. Donc la maîtrise des conditions de perfusion cérébrale est vraiment essentielle. Donc il faut savoir si, par exemple, un patient a eu une intervention avec un arrêt de perfusion cérébrale. Et donc, votre patient, avec tout ça, vous allez dire, ben, lui, il est facile, on va pouvoir s'en sortir rapidement, il n'y a pas de raison, il a déjà les yeux ouverts, et ben, vite, on va dans le sevrage de ventilation, on va l'extuber. Ou à l'inverse, comme j'ai dit tout à l'heure, il sort du bloc sous ECMO, sternum ouvert, évidemment, ça va durer un certain temps. Donc, il faut que les choses soient très claires et que vous n'ayez pas de... Soyez pris au dépourvu. Si vous avez un enfant comme ça, vous voyez que vous êtes sternum ouvert, vous voyez qu'il y a un certain nombre de cathéters qui sont en place. Alors, première chose, c'est bien de mettre des étiquettes pour savoir à quoi on a affaire avec l'ensemble de ces tuyaux. Hein, on y voit plus clair. Il n'est pas question d'avoir des tuyaux, mais des cathéters, des fils comme ça, mis à droite, à gauche, dessus, dessous. Il faut être extrêmement rigoureux, voire obsessionnel. Il faut qu'on comprenne qui est qui dans nos différents cathéters, parce que s'il y a un problème, il faut agir au bon endroit. Hein. On vous a parlé tout à l'heure, Hélène vous a parlé de cathéter dans l'oreillette gauche. Un cathéter dans l'oreillette gauche, il ne s'agit pas de se tromper et d'injecter rapidement, peut-être avec un peu des bulles d'air. Évidemment, ça va faire des bulles d'air dans l'oreillette gauche, ce qui serait vraiment catastrophique. Donc, il faut que tout soit affiché très clairement. Voilà le genre de situation dans laquelle il va falloir réfléchir sur ce malade, l'évaluer, avancer étape par étape. L'étape suivante, il y a deux étapes. On voit qu'il y a le cathé de dialyse péritonnéale et puis on voit qu'il a le sternum ouvert. Donc déjà, il va falloir récupérer la fonction cardiaque, récupérer les poumons, pouvoir fermer le sternum. Vous aurez un cours là-dessus. Il va falloir récupérer la fonction rénale. Et vous voyez qu'on a un objectif qui va nous prendre quelques jours. Là, on complique un peu l'affaire. Vous avez le tout petit patient au milieu, là-bas. Ici, vous avez une ECMO avec un oxygénateur. Là, c'est un appareil d'épuration extra-rénale qui fonctionne connecté sur le circuit ECMO. Et donc, rien qu'on voit ça, on se dit, oula, la balance des volumes, ça ne doit pas être simple. Parce que là-bas, c'est 3 kg, 300 millilitres de volémie. Et là, on a des appareils qui, chacun, il y en a un qui va faire à peu près 150 millilitres. Bon, alors, c'est sur un écran, mais c'est bon. Donc, vous voyez qu'on peut être dans une situation extrêmement complexe. Si vous êtes là-dedans, rigueur. C'est comme le pilote de Boeing, hein. Il y a des écrans partout. Il faut vraiment savoir chaque chose, quelle est son utilité et qu'est-ce que ça indique. Hein. À quel moment ce paramètre est anormal, à quel moment je peux dire là, ça marche. Donc, vous voyez qu'il faut être capable de rentrer là-dedans avec des idées très claires sur les différents appareils. L'appareil gris là-bas, c'est un appareil de ventilation, mais qui ne marche pas pour l'instant, mais c'est un appareil d'HFO, par exemple. Là, vous avez une situation de chirurgie en réanimation. Hein. On a mis une ECMO en réanimation. D'ailleurs, au milieu, c'est Hélène, là. C'est marrant, je viens de réaliser ça. C'est Hélène qui vient de vous parler tout à l'heure avec un chirurgien. Hein. On vient de mettre en place une... Non, c'est un changement de circuit. On a changé le circuit d'ECMO. Si ça fait 500 garés, c'est un peu pénible, ça. Alors, ce qui est étonnant, c'est que ça reste sur les écrans ici. C'est simplement la connexion avec le vidéo. Maintenant, si c'est connecté avec ça, c'est que ça marche. Je ne comprends pas pourquoi ça fait ça. Là, vous avez un enfant qui est sous un Berlinart. C'est un cœur artificiel. Et lui, il est là-bas dans son lit avec ses deux ventricules, un droit et un gauche. Et il est en attente de transplantation.
L'histoire est qu'il a attendu 4 mois comme ça, on l'a greffé et il va bien, maintenant c'est un grand. Et puis voilà, quand ça se passe bien, quand on va très vite, on doit avoir des bébés euh, normaux, à part la compresse et l'électrode de NIRS. C'est un bébé normal. Donc vous voyez que d'un côté, vous avez ça, un bébé réveillé qui va bien, que vous pouvez obtenir dès la fin de l'intervention, ou bien vous avez ces montages extrêmement complexes. Donc il faut envisager d'être face à des situations aussi différentes les unes des autres. Lorsque le patient arrive en réanimation, il va falloir faire un bilan extrêmement complet, que ce soit un bilan hémodynamique par l'ensemble des pressions qu'on vous a données. Hélène, tout à l'heure, vous a expliqué, dans les situations d'interruption d'arche, on va mettre en place un cathéter dans l'oreillette gauche. Il y a des situations dans lesquelles, en plus, on va rajouter un cathéter dans l'artère pulmonaire. Et puis, vous avez un cathéter en fémoral ou en radial qui vous donne les pressions systémiques. Et puis, vous avez un cathéter qui est, par exemple, en jugulaire interne qui vous donne les pressions droites, les pressions d'oreillette droite. Donc, ça, déjà, les données hémodynamiques. Après, vous avez les données d'oxygénation. Les données d'oxygénation, les données de saturation. C'est la SPO2, la SAO2 qui est donnée par les capteurs digitaux. C'est les saturations sur un cathéter dans l'artère pulmonaire, c'est la SVO2, mais aussi vous allez avoir les capteurs de NIRS, de saturation au niveau de la saturation tissulaire en oxygène cérébral ou bien sur la saturation rénale euh, chez l'enfant. Euh, on va apprécier l'état neurologique du patient. Ça, c'est important. Est-ce qu'il est en train de se réveiller ou est-ce qu'il est encore en cours d'anesthésie? Et comme je le disais ce matin, c'est très important d'avoir une idée claire des protocoles qui ont été mis en place. Si vous savez qu'on a fait une anesthésie qui a été de courte durée, le patient que vous avez à voir devant vous est un patient qui doit être réveillé ou se réveiller. Si ça n'arrive pas, attention, il y a peut-être une complication neurologique. Et c'est d'autant plus simple d'aller vers la recherche de la complication qu'on sait très bien ce qui s'est passé sur le plan de l'anesthésie. C'est pour ça que c'est fondamental. Il ne faut pas qu'on vous ait fait de piège au bloc opératoire où justement j'ai endormi le malade d'une façon conséquente alors que vous vous attendez à ce qu'il se réveille et en fait on vous l'a simplement réendormi. Donc il faut que les choses soient annoncées clairement. Ensuite, les données de ventilation, encombrement, œdème et autres, demande ventilatoire, importante ou pas, les données d'hémostase, c'est extrêmement important puisque c'est ce qui fait que le malade saigne ou pas en post-opératoire. Si vous constatez que vous avez un peu de saignement et qu'au bloc opératoire, justement, on a fait une stratégie où on a essayé d'être économe en produits de transfusion. On a dit c'est une opération simple, on va réduire, on va peut-être faire une chirurgie sans transfusion, pas de sang dans la CEC, et puis à la fin de l'intervention, ben, on fait simple, pas de plaquettes, rien, ça devrait passer comme ça. L'ennui, une fois en réanimation, si votre malade est plutôt en train de saigner, il vous faut tout de suite un bilan d'hémostase. De façon à prendre la décision ou pas, ben, finalement, la stratégie qui voulait qu'on ne transfuse pas, ben, on ne va pas pouvoir la respecter parce que manifestement, l'hémoglobine est trop basse, manifestement, les plaquettes sont vraiment très basses, ou bien des facteurs, le fibrinogène, sont largement trop bas. Et de savoir quelles étaient les difficultés qu'a eu le chirurgien. Est-ce que le chirurgien est sûr de son hémostase, et auquel cas l'hémostase, elle est surtout biologique à optimiser? À l'inverse, si vous faites un bilan d'hémostase où a priori il n'y a pas vraiment d'anomalie particulière et que ça saigne, on est plutôt sur un objectif de reprise chirurgicale. Là, hein, donc vous voyez que ça, c'est une donnée extrêmement importante. Après, les notions de durée. Très important de reprendre, de voir comment le patient a un débit urinaire, quel débit urinaire il a. Hein. Souvent, en CEC, on aura tendance à réduire les apports, on va les filtrer correctement, de façon à, justement, la filtration permet de maintenir une bonne concentration des facteurs de coagulation et de maintenir l'hématocrite, mais ça se fait aux dépens de la volémie. Et donc, on peut avoir des patients qui arrivent en réanimation un peu trop sec. Et donc, la duresse ne va pas repartir tout de suite. Donc là, c'est des choses où on va optimiser, ça va être très très compliqué, on va passer un petit peu de soluté. Donc, vous voyez, réanimation très complexe, mais faut-il encore le faire? Le malade, quand il dort, il ne va pas boire. Donc, ça sera à vous de faire ça. Et puis, les niveaux de température. Et de température, il y a deux choses. Température, le malade peut arriver avec de la température, il a de la fièvre.
Alors ça, c'est pas bon signe. Un malade qui sort du bloc opératoire et très rapidement démasque de la fièvre, c'est manifestement, il y a eu une contamination péropératoire. Attention, ça risque de mal se finir, hein, parce que ça, c'est vraiment gravissime. Et que, surtout, un autre point qu'on sait, c'est que le fait d'avoir fait une CEC va, par tout ce qu'on a fait en transfusion, pas transfusion, va entraîner une situation plutôt d'immunodépression. Donc, ce n'est pas le moment d'avoir une contamination bactérienne. Donc, ça serait très mauvais. Inversement, s'il est trop froid, ça peut se régler facilement en le réchauffant. Mais sur ce qu'on a dit ce matin, un malade qui a froid est vasoconstricté en systémique. S'il est vasoconstricté en systémique, il va avoir un impact sur l'équilibre de ses chintes. Rien que ça, un malade froid vasoconstricté, il va avoir tendance à être augmenter son shunt gauche-droit dans ses poumons. Vous voyez? Un truc tout bête. On le réchauffe, hop, vous rééquilibrez le shunt. Donc vous voyez à quel point ça peut être important. Et un bébé à 35, c'est facile, hein, c'est facile de l'amener à 35. Donc le bilan initial va avoir une batterie d'examens. Alors, est-ce qu'on le fait systématiquement? Ben là, c'est là où c'est compliqué. Ben non, parce que ça va dépendre de la gravité de l'intervention, de la procédure qui a été réalisée. Et c'est là où ça devient délicat. Donc là aussi, c'est des choses qui doivent être protocolisées. Sur certains types d'interventions, on va plutôt faire cette batterie d'examen. Sur d'autres types d'interventions, on va plutôt faire des bilans extrêmement complets. Mais il ne faut pas que ça soit au feeling. Ça ne serait pas une bonne chose parce qu'on risque d'être trop light en général. Si on dit, oh bon non, il n'en a pas besoin, ben justement, peut-être que ça aurait été plus prudent de le faire. Donc, vous voyez qu'on va chercher les examens sur l'oxygénation et le pH, les examens d'hémostase, les lactates, hein, données extrêmement importantes parce que s'il y a bien un examen, un marqueur qui reste solide depuis des années, des dizaines d'années, c'est bien les lactates. Hein. Il n'a jamais démenti son résultat. Quand les lactates sont très élevés en post-opératoire, c'est très mauvais signe. Voilà. Et l'objectif qu'on a de normaliser les lactates rapidement, c'est important parce que plus on les normalise, plus on va dans le bon sens pour la récupération du malade. Donc ça, c'est une donnée toute simple, un dosage très facile à obtenir, mais vraiment qui a un poids très solide. Pareil, en ce qui concerne la troponine par rapport à la souffrance myocardique, troponine élevée en sortie de bloc opératoire, c'est important. Première chose, ça signifie qu'il y a eu souffrance. Et la souffrance, si on a fait un clampage qui a duré longtemps, on a eu des difficultés. La troponine a peut-être, pas la troponine, la cardioplégie n'a peut-être pas été très efficace. On a peut-être allongé les moments de réinjection de la cardioplégie. Toujours est-il qu'on sort à une troponine anormale trop élevé par rapport à cette cardiopathie. Hein. Il y a des ranges, on connaît bien la troponine de telle ou telle cardiopathie de telle durée. Dès que ça déborde, il y a eu un problème. Et puis, il y a quelque chose d'un peu plus délicat avec la troponine, c'est le fait qu'on fasse du cut chirurgical. À partir du moment où le chirurgien fait de la résection musculaire, eh bien, rien que ça libère de la troponine. Alors maintenant, avec le temps, on sait ce qu'il en est. Il est évident que la troponine libérée après une chirurgie de Fallot est beaucoup plus importante qu'après une chirurgie de CIA. Parce que quand on opère du Fallot, on va passer des points sur le septum et surtout, on va racler, si j'ose dire, l'infundibulum pulmonaire. Donc là, rien que ça va vous faire un pic de troponine très important dans les toutes premières heures, mais qui va disparaître très vite, qui va descendre. Par contre, si vous regardez la troponine du CIA, la CIA, à part quelques points autour du septum intérieur-oculaire, le chirurgien ne touche pas aux muscles. Donc, si jamais vous aviez une CIA qui a des valeurs de troponine qui ressemblent à celles d'un Fallot, ça veut dire qu'il y a souffrance myocardique. Ça veut dire que ce n'est pas la chirurgie en tant que telle qui est responsable de ça, c'est dans les conditions du clampage aortique, de la cardioplégie, il s'est passé quelque chose. Donc vous voyez que vous avez un marqueur extrêmement précis qui va tout de suite vous aider, vous orienter pour dire là, le malade, c'est une évolution normale de sa fonction cardiaque, ou là, non, il y a eu souffrance. Et donc, vous allez adapter une attitude adéquate. PNP aussi a le même type de renseignement, pas en aigu, mais un petit peu décalé. Le ionogramme, la prolactine, la procalcitonine, pardon, la procalcitonine par rapport à des risques infectieux. Alors,
pas immédiat, parce que la procalcitonine, elle va être importante juste après une CEC, dans le contexte de l'inflammation de la CEC, mais une procalcitonine qui reste élevée dans les jours qui suivent, c'est plutôt très mauvais signe, beaucoup plus précis que la CRP sur l'évolution septique du patient. Donc, on n'hésite pas en cas de situation de température et tout ça, comme j'ai dit tout à l'heure, à faire tous les prélèvements nécessaires. L'échographie, comme la radio de thorax, sont des examens systématiques. Systématiques. Il n'y a quasiment aucun malade qui va passer à côté de ça, sauf si on fait une petite reprise de cicatrice sternale. Tous les autres doivent avoir ça. Pourquoi? À partir du moment où on fait une sternotopie, on risque d'avoir touché les plèvres. Chirurgicalement, on risque d'avoir touché les plèvres et on risque d'avoir créé un pneumothorax qui n'a pas été vu en préopératoire. Par contre, vous allez bien le voir à la radio en post-opératoire. Si vous ne faites pas ça, vous allez un peu galérer. Donc, difficile de passer. Alors, on essaye de contourner la radio. Il y a des travaux là-dessus. Moi, j'ai participé à des choses comme ça avec l'écho. Avec l'écho pulmonaire, il y a des choses extrêmement intéressantes et je crois beaucoup à l'avenir de ces techniques qui devraient diminuer l'exposition aux radiations ionisantes, hein, même en post-opératoire, même dans cette phase-là. Ensuite, l'échographie, comme vous avez compris, l'échographie, elle est absolument nécessaire. Soit on va la faire à la fin de l'intervention, une fois qu'on a arrêté la CEC, de façon, ou même avant l'arrêt de la CEC, avec une ETO, de façon à voir si tout est réuni pour qu'on puisse arrêter la CEC dans des bonnes conditions. Si jamais on voit qu'il y a une réparation insuffisante, on en discute avec le chirurgien et le cardiologue, dans certains cas, qui va venir en plus. Si on voit qu'il y a une dysfonction quand on essaie d'arrêter la CEC, ça va être intéressant parce qu'on va se dire, ah, il vaut peut-être mieux continuer un petit peu plus de CEC pour attendre, comme en assistance, finalement comme en ECMO, pour attendre que la fonction ventriculaire s'améliore. Ou alors, on est arrivé au bout de ce qu'on peut faire avec la CEC, on va mettre des inotropes, on va voir ce qui se passe. Donc l'écho, elle est utile à tous les moments. Et puis quand le malade arrive en réanimation, un coup de sonde d'écho sur le cœur, sur les poumons, ça permet tout de suite de savoir si tout est OK. Donc vous voyez, il y a des examens sur lesquels difficile de s'en passer. Même si, bon, il y a de temps en temps des gens qui ont envie de dire on pourrait faire plus simple, c'est quand même de la sécurité. Et puis, comme le Doppler transcranien, c'est plutôt, là, c'est pas systématique, c'est plutôt quand on a des signes d'orientation. Je disais tout à l'heure, le malade qui ne se réveille pas, le malade qui convulse, évidemment, là, on va faire ça. Alors, quelques éléments pour vous montrer l'importance de certains examens. Là, vous avez une comparaison entre lactate et les valeurs de NIRS. C'est la moyenne des NIRS, hein. On associe la NIRS cérébrale et la NIRS rénale, et on prend la moyenne. Et donc, on voit bien que les malades qui ont les lactates les plus bas vont avoir les NIRS les plus élevés, ou inversement. Et les malades qui ont les lactates les plus hauts, ils se retrouvent avec la NIRS générale très basse. Donc, avec ces deux données-là, vous avez vraiment quelque chose d'extrêmement consolidé en termes de gravité de la situation et de pronostic. Parce que toute la stratégie que vous allez mettre en place sur le plan réanimatoire va avoir comme objectif de faire remonter les NIRS et de faire baisser les lactates. Et donc, ça va être vos témoins réguliers pour dire si vous allez dans le bon sens dans votre réanimation. Donc, ça ressortait dans différents travaux hein, qui datent depuis déjà longtemps et ça continue, hein, les travaux sont dans le même sens. C'était l'élément le plus important sur le plan significatif par rapport au lactate. Là, vous avez le fait d'avoir les NIRS juste à la fin de l'intervention. J'ai deux groupes de malades qu'on va voir évoluer. Ceux qui ont un pronostic favorable, correct, dans les jours qui suivent, et ceux qui ont un mauvais pronostic. Quand on regarde en préopératoire, après l'induction d'anesthésie et en CEC, on a du mal à voir quels sont les patients qui vont aller dans un sens ou dans l'autre. Ce n'est pas significatif quoi qu'il se passe. Par contre, ça me devient tout de suite à l'arrêt de la CEC. Deux groupes de malades. Ceux qui ont des valeurs de NIRS qui sont dans un range normal, 55-60% en moyenne, on est dans la bonne valeur, et ceux qui ont des valeurs franchement inférieures à 50.
Et ces malades-là, s'ils continuent 24 heures plus tard à être dans cette anomalie-là, eh bien, on a nos deux groupes. Le groupe, au bout de 24 heures, qui n'a pas vraiment amélioré sa NIRS, et ceux qui ont complètement normalisé tout ça ou qui n'ont jamais eu d'anomalie. Eh bien, on a un certain nombre de cardiopathies. Vous voyez, là, on a toutes les cardiopathies congénitales pédiatriques, que ce soit les atteintes biventriculaires ou des atteintes monoventriculaires. Sur ce travail-là, ça a été quelque chose de retrouvé, quelle que soit la gravité de la cardiopathie. Donc, là encore, l'avènement de la NIRS dans l'appréciation de la gravité des malades pendant l'opération et l'évaluation post-opératoire et la valeur pronostique a pris beaucoup d'importance. Donc, vous voyez là, j'ai deux marqueurs, la NIRS et les lactates. Un autre élément, c'est les valeurs de NIRS par rapport à la valeur de la SVO2. La SVO2, vous le savez, on l'obtient sur le cathéter dans l'artère pulmonaire. C'est une mesure invasive. Alors que les valeurs de NIRS, c'est les valeurs non invasives. Il suffit de coller des électrodes sur le front du patient et aussi sur les reins. Là, ce travail a été fait en Italie sur des patients où la comparaison de l'évolution de la NIRS par rapport à l'évolution de la SVO2 tout le long d'une intervention, oh, c'est pénible, hein, a montré qu'il n'y avait pas de grande variation entre l'une et l'autre. Donc, on a des profils tout à fait identiques. Alors, la bonne nouvelle, vous voyez, c'est confirmé ici, la droite de corrélation, elle est plutôt satisfaisante. La bonne nouvelle, c'est qu'avec des électrodes de NIRS non invasives, on peut avoir des renseignements aussi fiables qu'on peut avoir avec une SVO2 sur un cathéter dans l'artère pulmonaire. Alors, c'est un peu ce qu'on retrouve. Ça, c'est une photo en réanimation. Vous avez un appareil qui mesure la SVO2. Et vous voyez que sur un profil de 24 heures, on a eu des problèmes très graves de désaturation pulmonaire. Hein, ça, c'est un malade qui fait l'HTAP. Et à chaque fois, en général, ça, c'est quand on aspire, quand on bouge, grosse crise d'HTAP et avec des désaturations extrêmes. Donc, on a un profil d'un malade particulièrement instable. Et si on regarde l'appareil de NIRS qui était posé au-dessus, ça se ressemble. C'est-à-dire que là, les valeurs de NIRS 72-62, c'est les deux hémisphères, droite-gauche, et puis 89-91, c'est deux électrodes. Une sur le rein, l'autre qui devait être sur la cuisse, par exemple. Donc, vous voyez qu'on a des profils tout à fait identiques, que ce soit en NIRS cérébral, que ce soit en NIRS systémique. On a des patients qui vont avoir ces épisodes d'HTAP avec grande désaturation qu'on voit sur la SVO2, mais qu'on voit très bien sur les NIRS. Hein. Donc, si vous avez un patient qui vous fait cette instabilité-là, qui n'a pas de KTSVO2, vous n'allez pas l'inventer, surtout sur un 3 kg, ben, la NIRS va vous donner des renseignements tout à fait équivalents. Donc là, je vous ai focalisé sur quelques paramètres extrêmement intéressants actuellement sur la surveillance des patients en réanimation. Alors maintenant, on en arrive aux situations de réanimation qui peuvent être tout à fait spécifiques de la réanimation de chirurgie cardiaque, des situations d'urgence qui ne se retrouvent pas ailleurs, qui se retrouvent en chirurgie cardiaque pour les raisons suivantes. Un syndrome de bas débit. Syndrome de bas débit, c'est tout à fait classique d'avoir ça parce que c'est la conséquence de l'opération, c'est la conséquence du fait qu'on ait fait un clampage. On protège bien les cœurs avec la cardioplégie, mais pas tant que ça. Quelquefois, secondairement, 6-10 heures après la chirurgie, on a plutôt une dysfonction cardiaque qui est en train de se mettre en place pour différentes raisons. Il vous en a parlé, Nadir. Et donc, situation de bas débit qu'il va falloir gérer et surtout anticiper. Hein. On ne se met pas à la traiter au moment où il est quasiment prêt de s'arrêter. On essaie d'anticiper. Donc, les valeurs de NIRS qui baissent, les valeurs de lactate qui montent, données échographiques, une dysfonction qui apparaît, on traite. La survenue des troubles du rythme, surtout les situations de bradycardie, ça va être une urgence, surtout si vous n'avez pas le pacemaker à portée de main tout de suite, ça va être un problème délicat, vous allez finir en massant le temps qu'on branche le pacemaker. Donc, dans votre pratique, sur certains types de patients, laissez le pacemaker externe branché au malade.
ça sera tellement plus confortable. Il est fermé, bradycardie, clic, on, ça y est, c'est réglé. Plutôt que de dire, quelqu'un aurait vu le pacemaker? Voilà, hein. Donc, fibrillation ventriculaire qui peut survenir pour plein de raisons, ischémique, liée à des troubles ioniques. Là, ça va être réanimation, massage, défibrillation. Des situations de désaturation extrême, soit c'est l'évolution de la cardiopathie, comme on en a évoqué ça ce matin, soit c'est lié à des problèmes de la ventilation. La sonde, il s'extube, la sonde est coudée, etc. Ça peut être des situations, l'arrêt cardiaque brutal. Bon, ok, c'est comme d'hab, mais ça veut dire que ces réanimations-là, encore plus que toutes les autres, il faut être prêt à réagir instantanément à la survenue d'un arrêt cardiaque. On est vraiment dans un domaine dans lequel l'arrêt cardiaque peut arriver à tout instant sur n'importe lequel de vos malades. Donc, là encore, procédure d'urgence, c'est pas l'affolement, c'est pas la foire, c'est pas le cirque. On sait ce qu'on doit faire, on va vite, on récupère. Hein. Donc, ça veut dire que tout le monde est préparé à ça, que les médecins savent s'organiser là-dessus, savent où est le matériel, et puis surtout maintenant, de plus en plus, certains ont commencé depuis longtemps à faire ça, mais maintenant encore plus, on fait de la simulation. Il est fondamental d'entraîner les équipes à ce genre de choses. Et en faisant ça, ça devient vraiment de la routine que de réagir arrêt cardiaque. Hop, on réagit. Dans ma carrière de réanimateur, j'ai plein de gardes dans lesquels j'ai eu plusieurs arrêts cardiaques tout au long de la nuit. J'ai même eu des situations dans lesquelles j'avais 3 arrêts cardiaques en même temps. Sur des réanimations d'une vingtaine de malades, 3 arrêts cardiaques en même temps. Et vous êtes le seul réanimateur. Voilà. Donc, c'est bien d'avoir préparé les gens, entraîné les gens, parce que vous pouvez aussi commander, pendant que vous réanimez vous, ben vous dirigez les autres, faites ça, faites ça, faites ça. Voilà. Parce qu'ils savent en fonction de vos prescriptions, ce qu'il va falloir faire. Et surtout, avoir entraîné les gens de façon à ce qu'il n'y ait pas de panique. Hein. Ça, c'est vraiment des données fondamentales. Donc, il y a des situations aussi, parce qu'on est en chirurgie, des situations dans lesquelles il y a... Alors, quand ça saute là, ça ne saute pas sur l'ordinateur. Donc, je pense que tous ceux qui regardent à distance, eux, ils ne voient rien. Nous, il n'y a que nous qui avons droit à ça. Hein. On a de la chance. On est en post-op de chair cardiaque. C'est-à-dire que ça peut saigner brutalement dans les drains d'une façon considérable parce qu'il y a une suture qui a lâché. Mais aussi, ça peut tamponner parce que ça saigne beaucoup, sauf que les drains, ils ne marchent pas. Ils sont bouchés, ils n'ont pas été branchés correctement. Là aussi, c'est des situations dans lesquelles il faut être prêt. Et même, il faut être prêt à ouvrir le malade, même s'il n'y a pas de chirurgien. Parce que des fois, le chirurgien, il est peut-être pas loin, mais il va mettre trop de temps pour arriver et vous allez perdre le malade. Donc, il faut s'entraîner. Alors, dans le DU, on avait créé, ça existe toujours, un cours, c'est chirurgie en réanimation. Et vous verrez, c'est extrêmement pratique, de façon à ce que le réanimateur de garde, qui n'est pas chirurgien, est capable d'ouvrir. Il m'est arrivé dans ma carrière d'ouvrir sur une tamponnade, et une fois que j'ai ouvert, je suis tombé sur un truc qui giclait comme ça en haut. J'ai mis mon doigt dessus et j'ai dit, bon, ben, il arrive quand le chirurgien? Parce que je n'allais pas passer un point. Donc j'ai attendu. N'empêche qu'en faisant ça, on a sauvé le malade. Hein. Mais nous, la phase avant, comment on ouvre, on savait faire. Donc on est allé jusqu'au point, si j'ose dire, où on stoppe, on a contrôlé la situation et après le chirurgien peut arriver. Donc ça aussi, simulation, et on se prépare à réagir à des situations pareilles. Et puis on peut avoir beaucoup de problèmes techniques. Parce que comme on l'a vu tout à l'heure sur les photos que je vous ai montrées, on est dans un environnement technique énorme. Et évidemment, tout peut tomber en panne, tout peut avoir un problème, que ça soit la façon d'administrer les produits, on met une drogue, un inotrope, et on n'a pas tourné le robinet. Le malade commence à se dégrader et on ne comprend pas pourquoi. Ben, là aussi, vous, médecin, dans votre bilan, vous reprenez toute la chaîne. Vous regardez, est-ce que la seringue passe bien? Elle est bien allumée, c'est le bon débit, le robinet. Ah, il est fermé. Voilà, donc c'est réglé. Donc, c'est des détails aussi prosaïques que ça. Mais quelquefois, c'est ça. Les problèmes techniques sur les ventilateurs, on va passer, les problèmes sur les sondes, les problèmes sur les drains. Pacemaker, on opère, on réouvre un malade en chambre. Le chirurgien
fait l'hémostase, on referme le sternum, enlève les champs, ça coince un peu, il passe ses ciseaux pour couper les champs. Et pof, le malade s'arrête. Ah, il a coupé les électrodes avec ses ciseaux, et parce que les électrodes étaient collées sous les champs. Vous voyez, les petits détails comme ça. Ce qu'on aurait dû faire, c'est que quand vous avez des électrodes qui sortent du thorax, surtout si elles sont reliées à un pacemaker qui marche, et que vous allez coller des champs opératoires par-dessus, eh ben, on met un petit champ en tissu de façon à protéger les électrodes et qu'on ne colle pas le champ directement sur les électrodes parce que quand ça va partir, ça va tout arracher. Vous voyez, c'est trivial, hein. N'empêche que ça peut avoir des répercussions terribles sur le patient. Alors, une fois qu'on a géré les situations d'urgence, si on avait, et qu'on a bien fait le tour de la question, là encore, on va se poser, on va réfléchir. Euh, Quelle est la qualité de la réparation sur ce malade? Donc là, on fait le point. Euh, on commence par le compte-rendu opératoire. On ne peut pas imaginer de la chirurgie cardiaque où vous n'avez pas les comptes rendus opératoires immédiats. Le compte-rendu opératoire, il n'arrive pas une semaine après. Vous avez le malade en réanimation, vous n'allez pas passer une semaine sans savoir exactement ce que le chirurgien a fait. Et la meilleure des choses, c'est son compte-rendu. Il est exhaustif. Donc, il faut ça. Voire même maintenant, on met des photos, on met de la vidéo, on met plein de choses. Donc, il vous faut ça le plus tôt possible de façon à ce que tout soit au clair. Et si vous ne comprenez pas des choses, demandez au chirurgien. En général, la plupart, ils aiment bien, ils font un petit dessin supplémentaire. Mais faites-le tout de suite. C'est au début que c'est important, pas quand il va sortir de réa. Ensuite, les différentes échos pair et post-opératoires qui vont vraiment vous permettre d'évaluer la qualité de la réparation, plus toutes les données hémodynamiques dont je parlais tout à l'heure, avec tous les types de cathéters que vous allez avoir, les données d'oxygénation, les données d'électrocardiogramme, les données biologiques, troponine et autres, les évaluations pulmonaires. Et là, encore une fois, vous allez pouvoir être capable de dire plus précisément dans quel sens va évoluer votre malade. Bon, c'est clair, on devrait y arriver. On va couper la sédation, on va commencer à le réveiller, on va passer en ventilation assistée, en VSN, et puis on va aller vers le sevrage de ventilation. Et pourquoi c'est important, comme j'ai dit ce matin? Parce que peu de temps après le retour en réanimation, vous allez devoir répondre aux parents et commencer à leur donner des pronostics pour dire on pense pouvoir le réveiller d'ici là, et puis peut-être on devrait pouvoir sortir demain, après-demain. Il faut que vous ayez des idées claires là-dessus, il ne faut pas raconter l'histoire. Donc, vous avez besoin d'avoir passé tout ça en revue avant. Et vous voyez que on a de quoi faire dans notre domaine. Un des éléments extrêmement importants à l'échographie, vous verrez, dans tous les cours que vous aurez sur les pathologies, à chaque fois les cardiologues vous en parleront, à chaque fois aussi les anesthésistes en parleront malformation par malformation. Il faut rechercher si c'est bien réparé et particulièrement s'il y a des lésions résiduelles. Les lésions résiduelles, ça peut être des sténoses, des fuites, des obstacles persistants, ça peut être des communications. Euh, et donc, plus on commence tôt à chercher la lésion résiduelle, mieux c'est. Et il faut commencer où? Au bloc opératoire. Pourquoi? Et même avant l'arrêt de la CEC. Parce que c'est très facile à ce moment-là, en discussion avec le chirurgien, avec le cardiologue, si c'est compliqué, de dire, bon, ben on y retourne tout de suite. On est en CEC. Alors, il va reclamper et il va améliorer son geste. C'est dans la foulée, c'est la même CEC. Mais par contre, si vous n'avez pas fait ça au bloc opératoire et que vous faites l'écho seulement le lendemain de l'intervention, vous avez galéré toute la nuit avec un malade instable, vous ne compreniez pas ce qu'il y avait, pourquoi ces difficultés, pourquoi l'hémodynamique de cette façon-là. À ce moment-là, un gentil cardiologue vient, fait l'écho et fait ah ben oui, regardez cette CIV qui reste. On a fait des dégâts, on l'a mal réanimé, on ne savait pas qu'il y avait une lésion résiduelle. Et là, il va falloir retourner au bloc opératoire. Tout ça dans cette stratégie, c'est compliqué. C'est pour ça qu'on milite beaucoup pour dire il faut faire du diagnostic, de la réparation dès le bloc opératoire. Le mieux, c'est avant même d'avoir enlevé les canules de la CEC parce que c'est très facile de repartir, hein. Après, il y a des situations dans lesquelles, si vous avez une dysfonction, certaines lésions résiduelles ne vont pas apparaître franchement.
elles vont apparaître au fur et à mesure où la fonction cardiaque commence à pousser plus fort. Exemple, persistance d'un shunt sur une CIV. Il reste un petit passage. Vous ne le voyez pas beaucoup à l'écho, en post-op immédiat, parce que la fonction n'est pas terrible, parce que vous n'avez pas énormément augmenté les inotropes. Par contre, le lendemain, une fois que le malade est réveillé, puis qu'il y a encore des drogues, ça pousse fort, là, vous avez un gros flux qui passe gauche-droite. Hein. Donc ça peut arriver, d'où les évaluations répétées. Alors, il faut apprécier la tolérance de la lésion. Parce que c'est toujours compliqué, surtout quand on est en réanimation, de retourner au bloc opératoire. On vous dira toujours, oui, d'accord, il y a ça, mais il va bien le malade. Donc, on n'est pas pressé pour y retourner. Alors, le il va bien, il doit aussi tenir compte de il va bien, mais avec quoi? Si il va bien avec plein de stratégies de drogue, de ventilation, ce n'est pas une bonne idée, parce que vous le tenez d'une façon qui est difficile. Et puis, de toute façon, un peu plus tard, il va bien falloir se débarrasser de la ventilation, se débarrasser des drogues, se débarrasser du Héno, par exemple. Et donc, là aussi, il faut faire intervenir ces éléments-là dans la discussion, en disant, oui, mais le patient, ça ne va pas aller, il va bien falloir retourner. Après, par exemple, lorsqu'il reste une petite CIV, c'est le problème de la taille de la CIV. Alors, on a coutume de dire que autour de 2 mm de CIV résiduel, on peut se permettre de ne pas y retourner. Mais des fois, c'est des discussions un petit peu acharnées parce que ce n'est pas 2 mm, c'est peut-être 3. Donc, vous voyez que ça discute pas mal. Là encore, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Si on avait vu cette lésion-là à la fin de la CEC, il est certain que le chirurgien serait retourné tout de suite parce qu'il était sur place, alors que le malade en réanimation, le lendemain de l'opération, c'est toujours plus dur d'y retourner. Hein, de l'importance du diagnostic à ce moment-là et de l'importance de la discussion multidisciplinaire. Alors après, en post-opératoire, on va avoir notre stratégie va s'établir d'abord en fonction des critères myocardiques. Il s'agit du cœur. On opère le cœur, donc est-ce que tout est au vert sur le plan cardiaque? Alors, les critères myocardiques, c'est en fonction de la gravité de la cardiopathie et des difficultés de la réparation. Ça tombe bien. Depuis plus de 20 ans, il y a un score qui a été inventé, qui s'appelle le score Aristote, qui est un score qui permet de différencier les différentes cardiopathies en fonction de leur complexité, plus la complexité de la réparation. Une CIA est très simple, un ventricule unique qu'on va réparer, par exemple en Norwood, comme on a commencé à parler ce matin, fait partie des choses les plus dures. Et donc, on va pouvoir, à partir de ça, dire, il y a certains types de malades avec ce score Aristote faible, eh bien, si la réparation est normalement bien faite, les choses vont aller très simplement derrière. Par contre, ce petit qui a un Aristote très élevé, c'est une pathologie complexe et en plus, la réparation est complexe, on est obligé d'avoir quelques jours de réanimation. On ne va pas s'en sortir en disant au bout de 24 heures, il sort de réa. Hein. Donc, vous voyez que ce score Aristote a aidé énormément les différentes équipes pour établir les stratégies attendues et les pronostics attendus en fonction des cardiopathies. Et puis, je vous les ai mis là, les données d'échographie, les données de inotrope, pas inotrope, le niveau de la troponine et l'électrocardiogramme. Un malade qui est en réanimation après l'intervention avec des inotropes très élevés pour obtenir tout juste une hémolymphémie correcte, il est clair que ça ne va pas s'arranger en 1 heure. Les choses vont avancer progressivement. Un autre malade qui est stable, qui est parfait, qui n'a pas d'inotrope, a priori, la fonction est excellente. Et s'il n'y a pas d'autres anomalies d'organes, on va pouvoir aller vite. Donc, à l'issue de toutes ces réflexions sur l'aspect purement cardiaque, on va arriver à les malades simples, normaux. On va aller vers le fast tracking. On va vite, on les réveille, on les fait respirer, on les extube. On a des patients où tous nos critères sont échos
on va dire, elle n'est pas terrible. Hein. Il y a la fonction qui est juste limite avec des inotropes. Un troupeau est un petit peu anormal. On va être prudent. On ne va pas commencer à le réveiller, à le faire respirer. Pourquoi? Parce que le réveil, tu vas bien? Le réveil et le sevrage de la ventilation, c'est une épreuve d'effort. Et donc, un patient qui est un peu limite, si on fait ça, on risque vraiment de l'épuiser et surtout de le faire fibriller. Donc, prudence, on n'est pas à quelques heures près. Donc, on va se donner quelques heures d'attente, 8, 10, 12 heures, de façon à ce que la récupération de la dysfonction cardiaque, qui s'appelle le stunning, conséquence du clampage aortique, ça on vous en parlera, hein. Il y aura un cours protection myocardique qui vous expliquera bien tout ça. Et puis, on va réévaluer le malade, et peut-être, maintenant, on a déjà baissé les inotropes, la nouvelle troponine est déjà en baisse, on peut changer de stratégie. Et puis, la troisième situation, c'est tous nos critères sont anormaux, voire même le patient est sternum ouvert. Donc là, on sait, stand-by, sédation au patient, et on avance progressivement, et on va y aller étape par étape, réévaluation régulière pour voir si, déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, première chose, il va falloir à un moment ou à un autre commencer à avancer pour fermer le sternum. Vous voyez que finalement, on peut, grosso modo, ranger les malades en 3 groupes différents. Je reviens sur l'Aristote. Vous avez une courbe là qui vous explique ce que j'ai dit tout à l'heure. La CIA en bas, avec le score le plus bas, c'est autour de 3. Après, c'est la CIV, autour de 6. Le Fallot, autour de 7. L'atrésia septum ouvert, on est à 10. Et Neuroud, c'est le ventricule unique avec cette réparation qui se fait en période néonatale, qui est le plus élevé. Donc, vous voyez que rien qu'avec ces paramètres-là, on peut savoir si un centre fait des malades très compliqués ou des malades simples. Vous verrez que ça a beaucoup d'importance. Et c'est ce qu'on voit là. Les ronds correspondent à des services de chirurgie cardiaque des congénitaux en Europe. On voit que plus le rond est grand, plus ils font d'activité. Et plus ils sont à gauche, moins leurs résultats sont bons. Plus ils sont à droite, plus ils travaillent bien. Plus ils sont en bas, plus ils font des malades faciles. Eux, ils travaillent beaucoup, ils travaillent bien, mais ils font des malades assez simples. Des CIA, des CIV, des FALO. Là, ce petit-là, ils n'ont peut-être pas beaucoup de malades, alors ils travaillent très bien et ils font des malades très difficiles. Vous voyez, c'est intéressant. Là, on n'est pas comme dans d'autres situations où on dit il faut que le service, plus on fait de malades, plus on est fort. Ce n'est pas forcément le cas en chirurgie cardiaque, hein. On peut avoir des équipes extrêmement performantes avec une activité relativement réduite. Ils vont peut-être faire 300 ou 300 CEC par an et ils vont travailler beaucoup mieux que ceux qui en font 800. Hein. C'est tout à fait possible, hein, dans notre domaine, hein, parce que vous avez compris avec tout ce que j'explique que l'organisation prime. La formation des équipes prime. Non seulement il faut des très bons chirurgiens, mais il faut des très bons cardiologues, il faut des très bons anesthésistes réanimateurs et des excellentes équipes paramédicales qu'on a organisées, qu'on a formées. Vous voyez, c'est d'une complexité extrême. J'ai connu des très très grands services où c'était le foutoir, où on opérait beaucoup, mais il y avait beaucoup de choses qu'on maîtrisait pas correctement. Donc vous voyez que ce score Aristote, il est intéressant pour savoir quel type de malade vous allez faire. Et puis aussi, si vous arrivez dans un service, là où vous mettez les pieds. Alors, on arrive près de la fin. Le fast tracking. Comment est-ce qu'on peut décider d'aller plus vite sur un malade? Eh bien, on va d'abord aller sevrer la ventilation. On va baisser la FiO2. On va baisser les pressions d'insufflation. On va essayer de baisser la fréquence. Et puis aussi, on va passer en mode de ventilation spontanée. Comme j'ai dit tout à l'heure, en VSN. La NAVA est une technique extrêmement intéressante de façon à ce que le malade fasse un sevrage extrêmement progressif avec minimiser l'effort qu'il a à faire le plus possible. Et comme je vous l'ai dit, on ne fait plus de débranchements comme ça bestiaux de façon à ce que la personne se mette à respirer. Ça, quand on fait ça, c'est une épreuve d'effort considérable. Ça a existé à des époques, mais alors maintenant, c'est complètement retiré parce que c'est une situation dangereuse.
voyez le malade qui s'agite, couvert de sueur et tout, c'est n'importe quoi. C'est pas comme ça qu'on doit faire. Donc, la décision d'extubation va se faire évidemment sur les gaz du sang, sur la PCO2, sur le CO2 expiré et aussi sur les données hémodynamiques et de saturation qui se maintiennent. Quand tout est ouvert, on l'extube. Après, eh bien, la VNI, ça existe. Plutôt que d'extuber un malade qui était assisté avec son respirateur, qui avait tout ce qu'il fallait, et d'un seul coup le mettre comme ça à l'air, ben non, on va lui apporter un petit peu d'oxygène. Mais on peut faire beaucoup mieux. Il faut apporter de l'oxygène qui soit un peu humidifié. Donc il y a des aérosols pour ça, mais on peut faire encore mieux, c'est utiliser de la VNI avec votre respirateur. Ce qui fait que vous allez pouvoir l'assister avec différentes interfaces. Il y a des masques, il y a des sondes, on peut faire des lunettes, on peut faire plein de choses. Il faut adapter ça à votre patient, mais ça va faire que l'extubation aura été un événement ponctuel, puisqu'on aura continué avec la VNI de l'encadrer, de l'assister. Et quand on fait ça sur la plupart des patients, il n'y a pas d'échec d'extubation. Votre patient, il va continuer, il va aller dans le même sens, et vous allez, c'est l'exception, l'échec d'extubation. Alors, depuis longtemps, il y a des données de la littérature. Vous voyez, je vous ai montré des choses de 2004, des choses de 2017 plus récentes. On a tous travaillé sur l'extubation. Ah, ça a disparu. On a tous travaillé sur l'extubation rapide. Alors, il y a des travaux où ils ont extubé les patients dès le bloc opératoire. C'est un truc avec lequel je ne suis pas du tout d'accord. Ah, ça sert à quoi d'extuber au bloc opératoire? Sincèrement, sur des cardiopathies congénitales, en général, ça ne sert à rien. On se met dans des situations un peu difficiles. Une fois que le malade va être extubé, il va falloir le trimballer. Donc, bon, au moment où il est un peu fragile, vaut mieux l'extuber une fois qu'il est en réanimation, une fois qu'on est dans une ambiance au chaud, et non pas le faire refroidir une fois extubé. Vous voyez, le chin qui va se déséquilibrer. Donc, on n'est pas une demi-heure près. Sincèrement, on n'est pas une demi-heure près. Et puis, si le fait d'aller en réanimation permet d'avoir la radio, permet d'avoir les examens supplémentaires, permet d'être en température, j'insiste, il faut mieux jouer cette sécurité-là. Et puis, extuber des malades au bloc opératoire, en général, ce n'est pas une bonne idée parce que vous allez forcément rallonger le temps d'occupation de la salle d'op. Parce que vous n'allez pas le faire dès qu'on a enlevé le champ, dès que j'extube. Sur un néonat en cardiopathie congénitale, on ne fait pas ça. Donc, vous allez augmenter le temps d'occupation de la salle et ça, ce n'est pas une bonne idée. Donc, pas trop d'intérêt pour ça. En général, vous voyez que ça a été fait sur des patients en général simples, mais en 2004, ils évitaient de le faire en dessous de 6 mois et les patients achetaient AP, ce qui me paraissait assez prudent. En 2017, ils arrivaient à faire des switches extubés au bloc. Ça, c'est vraiment pour dire, voilà, c'est moi qui suis le plus fort. C'est pas une bonne idée. J'ai extubé des switches à 3 heures, à 6 heures, en sécurité. L'extubé au bloc opératoire à H2, parce que forcément, il a fallu prendre du temps, par rapport à la réa H3, ça me paraît un petit peu plus prudent. Tout ça pour dire qu'on peut y arriver. Mais la décision d'extuber aussi précocement un malade ne doit pas dépendre d'une seule personne qui dit j'enlève le tuyau. Non, c'est un contexte. Vous pouvez le faire parce que le malade a été parfaitement opéré, parce que le malade ne saigne pas, parce que la gazométrie est bonne, parce que la CEC a été correcte, parce que la cardioplégie a été bonne. Vous voyez, il y a des prérequis pour arriver à faire ça. Alors, je voulais vous expliquer des petites choses qui ont marqué l'évolution de la chirurgie cardiaque sur une période de 40 ans. Excusez-moi, c'est ma période. En 1980, quand on faisait de la CEC, on avait un matériel, l'oxygénateur, les circuits de CEC, qui nous paraissaient très bien à l'époque, mais qui étaient, par rapport à maintenant, très archaïques. Il n'y avait pas moyen technologiquement d'avoir plus. Et c'était quoi? C'était le volume de remplissage de la CEC qui était 2 fois plus important que la masse sanguine du patient. Ça, c'est de la dilution. Ça, c'est de la dilution. Ça veut dire que la conséquence, si on ne transfusait pas, de toute façon, on allait avoir une dilution des facteurs de coagulation, une tendance à avoir l'hématocrite bas et à avoir des œdèmes des différents organes. Donc, situation extrêmement complexe
avec des malades qui avaient des dysfonctions cardiaques, pulmonaires, avec des problèmes de saignement. Et donc, à l'époque, quand on faisait des switches, qu'on les sortait vivants, c'était à l'issue d'un parcours en réanimation très long. Et donc, on était dans cette situation-là à cause de la CEC et à cause d'une protection myocardique qui n'était pas très performante. Et donc, les conséquences, on a réussi à s'en sortir. Premièrement, on transfusait. Deuxièmement, on a apporté des facteurs de coagulation. Et on a réussi à commencer à contrôler les choses, utiliser beaucoup d'antifibrillolytiques, utiliser des facteurs de coagulation et aussi, pour contrôler les secteurs hydriques, mettre de l'hémofiltration. Une fois qu'on a mis tout ça en jeu, en contrôlant tout ça, on a réussi à avoir des très bons résultats sur les malades. Mais avec le temps, on s'est rendu compte que transfuser les malades, en soi, c'était un facteur de complication. Et donc, l'objectif après était de dire, il faut ne plus transfuser. Sauf que dans cette situation d'un priming considérable, on ne peut pas ne pas transfuser. Vous ne pouvez pas amener un nouveau-né à 10% d'hématocrite. Donc, on était obligé de le faire. Donc, les progrès sont venus du matériel et des stratégies qu'on a mis en place, où on a essayé de réduire le plus possible le volume des primings. Donc, on a eu du nouveau matériel avec des oxygénateurs plus performants, plus petits. On a utilisé des lignes plus petites. On s'est rapproché, la CEC s'est beaucoup rapprochée de la table d'opération et du bébé. On a essayé de réduire le plus possible le priming et on a réussi. Alors, ça fait longtemps, hein, on est en 2020, on a réussi ça à partir de 2005. On a réussi à avoir des circuits beaucoup plus petits avec un volume inférieur à 150 millilitres. On a même réussi des circuits à moins de 100 millilitres. Ça change la donne. À ce moment-là, les choses sont différentes. Grâce à ce matériel, on a fait aussi ce qu'on appelle du rétropriming. On utilise le sang du patient pour commencer à remplir la CEC. On commence à lui faire une saignée, si j'ose dire, mais qui remplit la CEC, ce qui fait qu'on limite la transfusion exogène. On a essayé de jouer avec le PO, et puis évidemment les récupérateurs de sang. Et les conséquences, c'est qu'avec ça, naturellement, on a beaucoup diminué la transfusion. Première étape. Plus on diminue la transfusion, plus on diminue le syndrome inflammatoire post-opératoire. Ça, c'est une donnée intangible et les conséquences sont majeures. Si vous diminuez la réaction inflammatoire, vous aurez des meilleures fonctions d'organes, tous. De ce fait-là, un peu moins besoin d'hémofiltration. Là, on était dans des époques où il fallait filtrer beaucoup. Là, c'était à minima. Donc, on a beaucoup gagné avec ça. Et les conséquences, on va vers un réveil, vers une extubation beaucoup plus précoce qu'auparavant et avec une fonction cardiovasculaire mieux préservée. Pourquoi? Là, je ne l'ai pas noté, mais dans cet intervalle de temps, la protection myocardique a fait des progrès énormes. Je vous ai parlé tout à l'heure du sérum Phi froid avec du potassium, puis après on est passé à toute une série de solutés avec du sang, pour du sang de la CEC, pour arrêter le cœur, pour protéger le cœur. Donc la protection myocardique a été plus performante et donc on a pu avoir l'ensemble de ces éléments. Ça a beaucoup changé le post-opératoire. Et juste pour dire, c'est pas venu de nulle part. Ça a été beaucoup de travail, beaucoup de réflexion pour arriver à ces conséquences. Enfin, je vais vous lister l'évolution compliquée. On a parlé de l'évolution fast-tracking. L'évolution compliquée, là, on peut vraiment se poser des problèmes majeurs avec la physiopathologie de la réparation. Il y a des situations dans lesquelles l'opération va faire que la précharge du VD va être diminuée. Ou bien, on va augmenter la précharge du ventricule gauche. À partir du moment où on cloisonne les ventricules ou les oreillettes, c'est le genre de choses qu'on va faire. Ça veut dire que le ventricule va s'adapter et il ne le fait pas tout de suite. Donc là, il faut être vigilant et la surveillance du malade à l'échographie est extrêmement importante et c'est là où il faut pouvoir l'aider. Comment est-ce qu'on peut l'aider? C'est ce que j'ai dit ce matin. On joue sur les résistances vasculaires systémiques et pulmonaires de façon à aider le cœur à s'adapter à cette nouvelle fonction qui va, en général, sera parfaitement récupérée dans un délai d'au moins 3 semaines. Alors, bon, le malade sera sorti de réa, mais il faudra continuer de l'aider avec différents traitements.
On peut avoir la post-charge, à l'inverse, qui est du VD qui diminue ou VG augmenté, avec les patchs de CIV, par exemple. Donc, vous voyez que à chaque fois qu'on ferme, on ne dit pas c'est bon, ça y est, on a closé la CIV, c'est réglé. Non, 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 il faut bien regarder l'adaptation. Comment ça va se faire? Il y a des situations dans lesquelles on va avoir une adaptation ventriculaire. Vous avez un petit ventricule gauche et il faudra plusieurs mois. C'est exactement les malades dont on a parlé tout à l'heure, hein, les interruptions d'arche aortique par exemple. L'adaptation, aller vers la normalisation de la fonction ventriculaire, après la réparation, ça va prendre plusieurs mois. Il y a des situations particulières, par exemple les patients qui ont une anomalie d'implantation de l'artère coronaire. Au lieu de naître les ostias gauche, ça naît d'un ostia dans l'artère pulmonaire. Et donc, vous allez avoir un ventricule gauche qui devient hibernant et qui a une dysfonction. Alors, il ne fait pas forcément d'infarctus, des fois ils en font, mais il ne fait pas forcément d'infarctus. Le chirurgien réimplante la coronaire du bon côté dans l'aorte. Le ventricule ne va pas immédiatement récupérer sa fonction. Il faudra 6 mois avant de normaliser sa fonction. Il y a des travaux qui ont bien montré ça. Donc, vous voyez que votre patient, il sort du bloc opératoire, la réparation anatomique est satisfaisante, sauf que vous avez un malade encore bien malade, hein, quasiment aussi malade qu'avant qu'on l'opère. Donc, vous voyez que des situations dans lesquelles il va falloir vraiment tenir compte de ça. Ah ben voilà, conséquence. Donc, les conséquences de ces différentes situations-là, vous avez affaire à une dysfonction VG, vous avez affaire à une dysfonction VD, vous avez de l'HTAP. Et de tout cela, on va vous parler régulièrement. Nadir vous a parlé des situations de dysfonction ventriculaire. Vous aurez des cours sur l'HTAP et sur la prise en charge. Là, c'est des statistiques qui étaient faites sur nos patients quand j'étais à l'équerre. Et on voyait en jaune, par rapport à l'activité mensuelle, en jaune, c'est tous les patients qui reçoivent des inotropes. En gris, c'est les patients qui n'ont pas d'inotropes. Vous voyez qu'on est quand même dans un domaine en post-opératoire où on peut dire que tous les patients, la plupart des patients ont une dysfonction ventriculaire, puisqu'on met des inotropes. Oui, oui, ils ont une dysfonction ventriculaire. Ça veut dire que si on met des inotropes, on ne les met pas par routine et par habitude. On les met parce que la fonction ventriculaire n'est pas bonne. Donc, vous voyez que c'est quelque chose qu'il faut vraiment intégrer, même si cette dysfonction ventriculaire, très souvent, est temporaire. Des fois, c'est quelques heures seulement. Alors, là, je voulais vous montrer dans ce travail quels étaient les inotropes utilisés le plus fréquemment dans cette enquête sur les patients en chirurgie cardiaque congénitale. Vous voyez que l'amylodipine a pris une importance considérable devant l'adrénaline. La dopamine, dans les pays anglo-saxons, ils la gardent. Nous, on ne la garde pas trop. La dobutamine, le lévocimandant, qui apparaissait dans cette enquête-là. Euh, En deuxième drogue, en deuxième intention, on retrouve les vasopresseurs, les bêta-bloquants. Vous voyez que les stéroïdes sont largement utilisés en pédiatrie, que ce soit avant ou après l'intervention. Et puis la vasopressine, qui est en bonne position hein, par rapport à la noradrénaline. Donc, vous voyez un peu l'arsenal habituel des différentes drogues en post-opératoire. Ensuite, la question est de savoir, et je crois que quelqu'un l'avait posé à Nadir tout à l'heure, à quel moment on va mettre les inotropes? On sait qu'on va clamper l'aorte, on sait qu'on va avoir une dysfonction. Alors on pourrait se dire, bah, il n'y a qu'à mettre les inotropes le plus tôt possible. Ça, ce n'est pas une bonne idée. Vous voyez, la réponse, en général, en préopératoire, on les met que si le malade est vraiment dans une situation hémodynamique critique. Là, on va lui mettre un support, mais en général, on ne les met pas. Après l'induction d'anesthésie, c'est pareil, exceptionnel. Mettre en CEC, vous voyez quand même un bon nombre de gens qui mettent en CEC, c'est vraiment pas recommandé. Euh, pour la pose de la CEC, pas mal de gens le mettent à ce moment-là, et puis en réanimation. En fait, ce qu'il faut faire, la meilleure situation, Nadir a dû vous en parler, c'est plutôt au moment où on va arrêter la CEC, avec de très faibles doses, de façon à voir ce qui se passe. Est-ce qu'une très faible dose permet facilement de sevrer la CEC? Auquel cas, ça peut marcher. Mais si pour sevrer la CEC, vous êtes obligé de beaucoup augmenter les inotropes, là, ça ne va pas aller.
parce que dans les heures qui viennent, vous allez arriver à des doses énormes d'inotropes, il va falloir passer à une assistance. Donc maintenant, les choses sont claires. Il faut que la CEC permette un temps de récupération de la fonction myocardique après le clampage. Et il ne faut pas faire deux choses contradictoires, je freine, j'accélère. On veut restaurer les substrats énergétiques myocardiques, donc ce n'est pas le moment de mettre des inotropes qui, eux, les vident. Donc attention à ça. La CEC, comme l'ECMO, en général, ce n'est pas le moment où on met des inotropes, hein. On les met qu'au moment où on essaie d'arrêter la CEC. Un autre tableau intéressant dans cette publication, c'est, on revient à ce que je disais tout à l'heure, quel type de monitoring on va utiliser en réanimation le plus fréquemment pour surveiller et évaluer nos patients. On voit que les lactates sont vainqueurs largement devant l'examen clinique, ce qui est normal. Vous voyez que les lactates, tout le monde se branche sur les lactates. La saturation veineuse intermittente. Sur les gaz du sang veineux, dans un cathé central, on prélève la saturation sur le gaz du sang et ça vous donne une SVO2. Alors, ce n'est pas la SVO2 de l'artère pulmonaire, c'est la SVO2 de l'oreillette droite, mais on est très proche. Ça donne une bonne indication. Et puis, ça s'obtient facilement sur un cathé central sans avoir besoin d'un cathéter dans l'artère pulmonaire. L'échographie, c'est très important. Les différences de température, évidemment, c'est le reflet d'une mauvaise circulation périphérique. Vous voyez que la NIRS commence à prendre de l'importance. Et puis la SVO2. Alors, avec ce que je vous ai montré, vous voyez que nous, on est plutôt dans les extrêmes en bas par rapport à beaucoup de gens qui n'y sont pas encore. Mais c'est 2017 et on ferait les statistiques. Eh ben, je pense que les données seraient un peu différentes. Là, c'était la photo d'un tout petit sous ECMO, d'accord. Donc, pour finir, il faut être dans l'anticipation en réanimation. De la même façon, quand un malade se dégrade, on n'attend pas qu'il soit en arrêt cardiaque pour commencer à sortir les drogues, on essaie d'anticiper avant. De la même façon, et c'est des travaux qu'on avait fait avec R, sur des formes de RVPA total bloqué néonatal. Ça, c'est des malades extrêmement intéressants, vous verrez ça dans quelques temps, qui font énormément d'HTAP une fois qu'ils sont opérés. Il ne faut pas attendre dans la mise en place du traitement anti-HTAP et des moyens subtils de ventilation. Et entre autres, l'utilisation de l'HFO de façon précoce. Ce qu'on avait fait, et quand on comparait la stratégie conventionnelle par rapport à l'HFO précoce, il était évident que l'HFO était beaucoup plus performante et permettait d'avoir une évolution beaucoup plus favorable sur ces patients-là. De même, la dialyse péritonéale. Il faut être dans l'anticipation de la dialyse péritonéale, ne pas attendre que les chiffres commencent à monter d'une façon inquiétante, ou alors les œdèmes, ou alors l'anurie, avant de commencer à dialyser les patients. D'ailleurs, beaucoup de gens ont la pratique de chirurgiens ont la pratique de mettre un cathé de dialyse péritonéale dès la fin de l'intervention, à des fins d'utilisation ou pas. Le cathé est en place. On peut le mettre, il va récupérer en permanence du liquide péritonéal sans qu'on fasse rien. Et on s'est rendu compte, rien qu'en faisant ça, cette récupération diminue l'inflammation du patient. Et puis si jamais on sent que le patient commence à pas être très performant sur le plan du reste, eh bien on va utiliser le cathé de dialyse péritonéale et on va faire la dialyse péritonéale. Et là aussi, ce travail avait montré que l'anticipation de cette mesure était extrêmement favorable. Ensuite, à quel moment faut-il mettre des ECMO? Là aussi, un travail il y a pas mal d'années déjà, fait par les Anglais, a montré que c'était beaucoup plus performant de mettre l'ECMO dès la salle d'opération, si on sent que le malade ne va pas bien, plutôt que d'arrêter la CEC, de mettre des fortes doses d'inotropes et de voir ce qui va se passer en réa. Et en réanimation, quelques heures plus tard, c'est la catastrophe. On est au bout des inotropes, ça ne va plus, il faut mettre l'ECMO. Et les résultats était beaucoup moins favorable dans cette situation-là que si on avait anticipé en faisant quelquefois un relais de la CEC vers l'ECMO. Donc, vous voyez, il y a des stratégies, il y a des décisions à prendre au bon moment. Alors, quels sont les risques d'une réanimation prolongée? Il y a toute une série de publications d'il y a quelques années et récentes. Tout le monde est à peu près d'accord pour dire au fil du temps que chez le nouveau-né, le fait qu'il y ait une ventilation préopératoire, le fait qu'il y ait le score Aristote dont je vous ai parlé élevé, tout ça,
ça va entraîner des réanimations plus difficiles. Ça dépend aussi de la durée de la CEC, ça dépend de la durée du clampage et si on a fait ou pas un arrêt circulatoire. Les données de transfusion. La transfusion, c'est extraordinaire, ça sauve les malades qui saignent, mais le mieux, c'est de ne pas les transfuser. Rien que le fait de transfuser, vous augmentez d'une façon considérable l'inflammation. Donc, il faut tout faire pour ne pas transfuser. Il y a eu des époques où voilà, la chirurgie, les chirurgiens disaient bah, t'as qu'à transfuser. Bon, et on se battait en disant non, bah, fais en sorte qu'il ne saigne pas. Et bon, maintenant, les choses sont beaucoup plus claires et on fait en sorte que la transfusion, c'est le sauvetage. Mais si on peut s'en passer, c'est encore mieux. Après, c'est les situations dans lesquelles on a dû laisser le sternum ouvert. C'est les situations, là encore, à risque. Mais si on a laissé le sternum ouvert, c'est que le malade était grave. Clairement, la survenue d'un sepsis, d'une insuffisance rénale, et puis les complications, qu'elles soient la HTAP, la paralysie diaphragmatique. Bon, on va dire que c'est assez évident. Enfin, je m'arrête là. Il peut y avoir beaucoup plus de complications spécifiques dans notre domaine, que ce soit l'atteinte pulmonaire, neurologique, rénale, digestive, l'infection, le syndrome, le CIRS, syndrome de réponse inflammatoire systémique, on vous en parlera, qui est un peu moins prégnant qu'autrefois. Parce que le priming est moins important, parce que la transfusion est moins importante. Rien que ces deux éléments-là ont fait que tout ce qui était CIRS a énormément diminué dans sa survenue. Et enfin, pour conclure, on est dans un type de réanimation tout à fait particulière. C'est une réanimation particulière parce qu'elle est à la fois chirurgicale, elle est très médicale, elle concerne l'enfant, elle concerne l'adulte. Donc, ça commence à faire beaucoup de choses. On peut être dans des situations où on va pouvoir aller très très vite, un peu comme si on était en SSPI, hein, on extube le malade et on le sort rapidement. Inversement, on est dans des situations qui n'ont rien à envier à ce que vivent les réanimations polyvalentes, avec des prises en charge complexes, pneumologiques, infectieuses, neuro, etc. Et puis, il faut, pour que ça marche, des équipes multidisciplinaires, il faut des compétences associées pour que ça fonctionne. Il ne faut pas que tous les médecins soient pareils. Il faut qu'on ait des réanimateurs pédiatriques, des réanimateurs adultes, des gens spécialisés en infectieux, des gens plus spécialisés cardio, échographie. Donc, il faut associer les compétences et les formations. Et il faut avoir donc cette formation spécifique, que ce soit pour les équipes médicales, pour les paramédicales. Donc, c'est quand même un sacré challenge. On ne fait pas ça comme ça en prenant des gens à droite, à gauche. Il faut vraiment une implication et avoir pensé le modèle de la réanimation.